Il y a presque 10 ans maintenant, j'avais fait une vidéo « Créer un sol riche et fertile ». J'étais jeune youtubeur et pas forcément très à l'aise devant la caméra. Malgré le succès en termes de vues, je recevais souvent des commentaires désagréables sur le fait que je n'arrêtais pas de taper dans mes mains. Alors promis, dans cette vidéo sur le même sujet, je vous promets de ne pas taper dans mes mains. Dans cette vidéo d'époque, je vous présentais la méthode de la hugelkultur pour remplir des bacs surélevés. C'est une technique très efficace pour recycler toute la matière organique disponible sur votre terrain. Si vous me suivez, vous savez que j'ai recommencé un nouveau potager. C'est le 4e que je crée à partir de zéro. Et je ne compte pas le potager sur balcon que je faisais quand j'habitais en appartement. Si vous faites un potager et que vous voulez vous lancer, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer l'importance d'avoir un sol fertile. Si vous devez fournir un effort concernant la mise en place ou l'aggradation de votre potager, concentrez-vous sur le sol. C'est la centrale énergétique qui fournira toute l'énergie nécessaire à une production d'abondance. C'est la première place du podium, suivie juste après par l'eau. Mais on va voir que finalement, l'eau fait partie intégrante de la fertilité générale du sol. L'objectif de cette vidéo, dans les premiers chapitres, est de vous donner une vision globale des mécanismes de la fertilité. Ensuite, j'aimerais vous faire un retour d'expérience sur mes pratiques après avoir créé 4 potagers. Les méthodes que j'aimerais partager sont indépendantes de la technique de jardinage que vous utilisez. Dans mon nouveau potager, j'ai encore quelques bacs surélevés, mais ils sont maintenant anecdotiques puisque je suis revenu à une méthode plus traditionnelle. Dans mon parcours de jardinier, j'ai connu le sol sableux, fait de remblais et autres matériaux peu propices au jardinage. J'ai connu le sol argileux des prairies normandes, fertiles certes, mais tellement difficiles à travailler. J'ai connu le hors-sol avec la culture en bac et maintenant je suis confronté au pire des sols que j'ai pu connaître. Argileux, plein de cailloux, en pente, sec et dur en été et collant en hiver. Et pas un ver de terre ou autre bestiole propice à la fertilité. Bref, un beau défi. Avant de vous dévoiler la meilleure méthode selon moi pour atteindre la fertilité, vous devez comprendre les bases de la fertilité du sol. Pour cultiver des plantes saines et productives, il est essentiel de comprendre les composants fondamentaux qui contribuent à la fertilité du sol. Un sol fertile est le résultat d'une interaction complexe entre différents facteurs physiques, chimiques et biologiques. Alors voilà un aperçu des clés à prendre en compte. Alors, premièrement, la matière organique. Elle constitue la base de la fertilité du sol. Elle est composée de débris végétaux, d'humus, qui est une matière organique décomposée, et de micro-organismes vivants. La présence de matière organique améliore la structure du sol, favorise la rétention d'eau et de nutriments et fournit une source d'énergie pour les micro-organismes du sol. Cette fameuse vie du sol que l'on voudrait voir exploser en termes de population. Sur mon sol actuel, tout au moins dans les zones que je voudrais cultiver, j'ai assez peu de matière organique, ce qui explique l'absence de vers de terre et la propriété séchante et durcissante de mon sol. Deuxièmement, les minéraux, ce sont des éléments inorganiques essentiels à la croissance des plantes. Ils comprennent des macronutriments tels que l'azote, le phosphore et le potassium, le fameux NPK, ainsi que des micronutriments tels que le fer, le zinc et le calcium. La disponibilité de ces minéraux dépend du pH du sol et de sa capacité à retenir et à libérer les nutriments. Troisièmement, les micro-organismes. Le sol abrite une communauté diversifiée de micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les vers de terre. Ces organismes jouent un rôle crucial dans la fertilité du sol en décomposant la matière organique et en fixant l'azote atmosphérique, en libérant des nutriments sous forme assimilable par les plantes et en améliorant la structure du sol par leur activité biologique. Chez moi, cette vie est à la base plutôt absente, vu que j'ai peu de matière organique disponible pour nourrir cette population. Quatrièmement, le pH du sol. Il mesure son degré d'acidité ou de basicité sur une échelle de 0 à 14. Un pH neutre se situe autour de 7, tandis qu'un pH inférieur à 7 indique un sol acide et un pH supérieur à 7 indique un sol basique.
Le pH du sol influence la disponibilité des nutriments pour les plantes. Par exemple, certains micronutriments comme le fer sont moins disponibles dans les sols alcalins. Cinquièmement, la structure du sol. Elle fait référence à la manière dont les particules du sol se sont agencées les unes par rapport aux autres. Un sol bien structuré est aéré, permettant la circulation de l'air et de l'eau, tout en retenant suffisamment d'eau et de nutriments pour les plantes. La présence de matière organique et d'organismes vivants contribue à améliorer la structure du sol. Dans un sol bien structuré, on n'a pas de difficulté à semer, repiquer ou planter. Et finalement, sixième et dernier point, l'aération et le drainage. Une bonne aération et un bon drainage sont essentiels pour maintenir la santé du sol. Une aération adéquate permet aux racines des plantes d'accéder à l'oxygène, tandis qu'un bon drainage évacue l'excès d'eau, prévenant ainsi la stagnation et les problèmes liés à l'humidité excessive. Moi, avec les pentes, j'ai pas trop ce problème avec l'excès d'eau. J'aurais plutôt tendance à chercher à la retenir. Maintenant que vous comprenez mieux les éléments qui influencent la fertilité du sol, je pense que vous avez compris de vous-même de l'utilité d'ajouter de la matière organique. C'est une pratique essentielle pour enrichir le sol et favoriser la croissance des plantes. La matière organique fournit une source de nutriments essentiels, améliore la structure du sol, favorise la rétention d'eau et encourage une activité biologique bénéfique. C'est le jackpot. Voici quelques méthodes courantes pour ajouter de la matière organique au sol. Le compostage, c'est un processus de décomposition des déchets organiques pour créer un amendement riche en matière organique. Les déchets de cuisine, les débris de jardin, les feuilles mortes et autres matières organiques peuvent être compostés pour produire un compost nutritif. L'ajout de compost au sol enrichit sa composition en nutriments et améliore sa structure tout en favorisant la croissance des micro-organismes bénéfiques. Le fumier animal tel que le fumier de vache, de poulet ou de cheval, est une autre source importante de matière organique. Le fumier est riche en nutriments tels que l'azote, le phosphore et le potassium, ainsi qu'en matière organique décomposée. L'application de fumier au sol apporte des éléments nutritifs essentiels pour la croissance des plantes et contribue à améliorer sa fertilité. Le paillis ou paillage, c'est une couche de matière organique placée sur le sol autour des plantes. Les matériaux couramment utilisés comme paillis comprennent la paille, les copeaux de bois, les feuilles mortes et les débris de jardin. Le paillis conserve l'humidité du sol, supprime les mauvaises herbes, régule la température du sol et fournit une source continue de matière organique lorsqu'il se décompose. Le bokashi, c'est une méthode de compostage anaérobie qui utilise des micro-organismes efficaces pour fermenter les déchets organiques. Les déchets alimentaires tels que les restes de fruits et légumes sont fermentés dans un seau hermétique avec du son de blé inoculé de micro-organismes. Le bokashi produit un compost riche en nutriments et en micro-organismes bénéfiques qui peut être ajouté au sol pour améliorer sa fertilité. Je vous en parle pour votre culture générale, mais je peux vous le dire tout de suite, ce n'est pas la méthode que j'ai sélectionnée. Les amendements organiques. Outre le compost, le fumier et le paillis, il existe une gamme d'amendements organiques disponibles sur le marché, tels que le guano, les algues marines, les tourbes, etc. Ces amendements fournissent une source concentrée de nutriments et de matière organique pour enrichir le sol et stimuler la croissance des plantes. L'ajout de matière organique au sol est une pratique simple mais puissante pour améliorer sa fertilité et favoriser la croissance des plantes. En intégrant ces différentes méthodes dans votre pratique de jardinage, vous pouvez créer un sol riche et sain qui soutiendra une abondance de vie végétale. Pour être exhaustif sur le sujet, je dois vous parler des amendements minéraux. Ce sont des substances riches en nutriments essentiels pour les plantes. Ils sont utilisés pour corriger les carences nutritionnelles du sol, ajuster son pH et améliorer sa structure. Voici un aperçu des principaux amendements minéraux et leurs utilisations. Le calcaire, il est utilisé pour augmenter le pH des sols acides. Il est principalement composé de carbonate de calcium et peut être appliqué sous forme de chaux vive, chaux éteinte ou de dolomie, ce qui contient aussi du magnésium. Le calcaire neutralise l'acidité du sol, favorisant ainsi la disponibilité des nutriments pour les plantes. Le phosphate, c'est un macronutriment essentiel pour la croissance des plantes, nécessaire à la formation des racines, des fleurs et des graines. Les sols pauvres en phosphate peuvent être amendés avec du phosphate naturel tel que le phosphate de roche ou le phosphate de calcium.
Ces amendements libèrent lentement le phosphate dans le sol, assurant un approvisionnement continu pour les plantes. L'azote, c'est un autre macronutriment vital pour la croissance des plantes, nécessaire à la formation des protéines et des chlorophylles. Les amendements azotés tels que le sulfate d'ammonium, le nitrate de sodium ou l'urée fournissent de l'azote rapidement disponible pour les plantes. Cependant, l'azote est également sujet à la lixiviation. En gros, il se fait lessiver par la pluie. Il est donc important de l'appliquer de manière équilibrée pour éviter le gaspillage et la pollution de l'environnement. Le potassium est impliqué dans de nombreux processus physiologiques des plantes, tels que la régulation de la pression osmotique, la synthèse des protéines et la résistance aux maladies. Les amendements potassiques tels que la potasse sulfate, le chlorure de potassium ou le sulfate de potassium magnésium fournissent une source de potassium pour les plantes, aidant à stimuler leur croissance et leur résistance aux stress environnementaux. En plus des macronutriments, les plantes ont besoin de petites quantités de micronutriments tels que le fer, le zinc et le cuivre et le manganèse. Les carences en micronutriments peuvent être corrigées en utilisant des amendements spécifiques tels que les sulfates de fer, le sulfate de zinc ou le sulfate de cuivre, appliqués selon les recommandations pour chaque culture et type de sol. Certains amendements minéraux combinent plusieurs nutriments dans un seul produit, offrant ainsi une solution complète pour la fertilisation du sol. Par exemple, les fameux engrais NPK, azote, phosphore, potassium. Ce sont des amendements complets largement utilisés pour fournir une nutrition équilibrée aux plantes. L'utilisation d'amendements minéraux peut aider à corriger les carences nutritionnelles du sol et à optimiser sa fertilité pour la croissance des plantes. Cependant, il est important de les utiliser de manière équilibrée et judicieuse, en suivant les recommandations de dosage et en évitant les surapplications qui pourraient entraîner des déséquilibres et des dommages environnementaux. J'ai inclus ce chapitre dans ma vidéo pour que vous ayez une vision globale de la fertilité des sols et des pratiques associées. Mais si vous me suivez, je pense que vous savez déjà que ce n'est pas une pratique que je recommande. Ce sont surtout des méthodes employées par l'agriculture conventionnelle. Dans notre potager, il est tout à fait possible et souhaitable de ne pas avoir recours à ce genre d'amendement. On a compris les bases de la fertilité. On a vu l'utilisation des amendements organiques et minéraux. Maintenant, je vous propose d'évoquer les techniques qui permettent de conserver la fertilité. La conservation du sol est une pratique essentielle pour préserver sa fertilité à long terme et maintenir sa productivité. Les techniques de conservation du sol visent à réduire l'érosion, à améliorer la structure du sol, à favoriser la rétention d'eau et à promouvoir la biodiversité. Voilà quelques-unes des techniques les plus efficaces. Le paillage, ça consiste à couvrir la surface du sol avec des matériaux organiques comme la paille, les copeaux de bois, les feuilles mortes, ou inorganiques comme le plastique ou la toile de jute. Mais là encore, ce n'est pas ce que l'on va faire dans nos potagers. Le paillis réduit l'évaporation de l'eau, supprime les mauvaises herbes, protège le sol contre l'érosion éolienne et favorise l'activité biologique du sol. La rotation des cultures, ça consiste à alterner les types de cultures sur une parcelle de terrain d'une année à l'autre. Cela aide à prévenir l'épuisement des nutriments spécifiques du sol et à réduire les risques de maladies et de ravageurs. Les cultures de légumineuses, comme les haricots et les pois, peuvent également enrichir le sol en azote grâce à leur capacité fixatrice d'azote. Les cultures de couverture. Ce sont des plantes cultivées principalement pour protéger et améliorer la qualité du sol plutôt que pour la récolte. On parle aussi des engrais verts. Elles sont semées entre les périodes de culture principales pour couvrir le sol, réduire l'érosion, améliorer la structure du sol et fournir des nutriments grâce à leur décomposition. Le labour à minima. Cela implique de réduire au minimum le labourage et le retournement du sol. Cela préserve la structure du sol, réduit la perturbation de l'habitat des micro-organismes et minimise l'érosion du sol. On verra que finalement, dans nos potagers, on peut s'en passer totalement. Les terrasses et courbes de niveau. Ce sont des aménagements du terrain conçus pour ralentir le ruissellement de l'eau, réduire l'érosion et prévenir la formation des ravines. Ils sont particulièrement utiles dans les zones en pente où l'érosion est un problème grave. Je connais très bien ce problème, j'en ai fait la difficile expérience en 2020 lors de l'effondrement du mur de soutien du potager. L'agroforesterie, ça consiste à intégrer des arbres et des arbustes dans les cultures.
Les arbres peuvent stabiliser le sol, fournir de l'ombre et des habitats pour la faune. Les arbres font partie du potager. Il faut penser leur implantation dès le début et anticiper leur développement. En mettant en œuvre ces techniques de conservation du sol, les agriculteurs et les jardiniers peuvent protéger la fertilité du sol, améliorer sa productivité et contribuer à la durabilité à long terme de leurs pratiques. Je vous propose maintenant de changer d'échelle et de passer en mode zoom sur la vie du sol. La vie microbienne du sol joue un rôle crucial dans la fertilité et la santé globale du sol. Les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons, les actinomycètes et les protozoaires décomposent la matière organique, libèrent des nutriments essentiels pour les plantes, améliorent la structure du sol et protègent les plantes contre les maladies. Alors voilà quelques stratégies pour encourager et soutenir la vie microbienne du sol. On a déjà parlé de la matière organique, c'est la principale source de nourriture pour les micro-organismes du sol. En ajoutant régulièrement du compost, du fumier ou d'autres matières organiques au sol, vous fournissez aux micro-organismes les nutriments dont ils ont besoin pour prospérer. Réduire la perturbation du sol. La perturbation excessive du sol, comme le labour intensif, peut perturber l'habitat des micro-organismes et réduire leur activité biologique. En pratiquant des techniques de travail du sol réduites, telles que le labour minimal ou le non-labour, vous préservez l'intégrité du sol et favorisez la croissance microbienne. L'utilisation des techniques de conservation du sol, telles que le paillage, la rotation des cultures et les cultures de couverture, aident à maintenir l'humidité, la structure et la biodiversité du sol, créant ainsi un environnement propice à la vie microbienne. Évitez les pratiques qui peuvent nuire à la vie microbienne du sol, telles que l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et d'herbicides. Optez plutôt pour des méthodes de culture biologique qui préservent la biodiversité et la santé du sol. La rotation des cultures contribue à maintenir un équilibre dans les populations de micro-organismes du sol, en évitant une utilisation excessive des mêmes nutriments et en favorisant la diversité des cultures et des résidus végétaux que vous allez bien sûr laisser sur le sol. Je dois encore vous parler du pH, même si c'est une donnée que l'on finira par oublier. Vous devez comprendre que c'est un facteur crucial qui influence la disponibilité des nutriments pour les plantes. Un pH approprié est essentiel pour favoriser la croissance végétale optimale. Alors, voici comment gérer efficacement le pH du sol. Alors, il faut comprendre le pH du sol. Le pH du sol est mesuré sur une échelle de 0 à 14, où un pH de 7 est neutre. Le sol avec un pH inférieur à 7 sont dits acides, tandis que ceux avec un pH supérieur à 7 sont dits basiques ou alcalins. La plupart des plantes préfèrent un pH légèrement acide à neutre, généralement compris entre 6 et 7. Le test du pH du sol. Il est important, surtout au début, de tester régulièrement le pH du sol pour surveiller ses niveaux et prendre des mesures correctives si nécessaire. Les kits de test de pH du sol sont disponibles dans les jardineries et permettent d'évaluer rapidement et facilement le pH du sol. L'ajustement du pH du sol. Si le pH du sol est trop acide ou trop basique pour les besoins des plantes que vous cultivez, des mesures correctives peuvent être prises pour l'ajuster. Pour augmenter le pH d'un sol acide, vous pouvez ajouter du calcaire ou de la cendre de bois. Pour abaisser le pH d'un sol basique, vous pouvez ajouter du soufre ou des amendements acides tels que du sulfate d'aluminium. L'utilisation d'amendements organiques. Les matières organiques telles que le compost ont tendance à avoir un effet tampon sur le pH du sol, aidant à maintenir un pH équilibré. L'ajout régulier de matières organiques peut contribuer à stabiliser le pH du sol et à fournir un environnement favorable à la croissance des plantes. C'est pour cette raison qu'on finira par oublier le pH. Avec les pratiques que l'on va voir, celui-ci se stabilisera autour d'une valeur optimale. On peut à présent passer à la seconde partie de la vidéo. Je vais vous partager les méthodes que j'ai utilisées pour transformer mon potager. Sur mon nouveau terrain avironné, je suis confronté, comme vous l'avez sûrement déjà vu, à plusieurs problèmes. Les fortes pentes, le sol argileux difficile à travailler et le manque de vie dans le sol. Pour corriger tous ces défauts, je voulais une méthode qui soit rapide à mettre en place, qui me donne la possibilité de cultiver dès sa mise en place et qui m'offre un sol hyper léger et facile à travailler.
Avec ce cahier des charges, j'ai donc éliminé la pratique autour des couverts végétaux. Alors je ne dis pas que c'est inefficace, je dis juste que je voulais être plus rapide. Je parle de rapidité au sujet de la gradation du sol, pas au sujet des pentes, parce qu'il a fallu que je commence par là, bien sûr. J'ai dans un premier temps créé des terrasses pour éviter le ruissellement dévastateur des pluies d'automne et de printemps. Ces terrasses demandent un travail important et c'est en cela que je dis que nous avons fait de mauvais choix pour notre projet. Les pentes sont difficiles à cultiver et à aménager au sens large. Mais ça ne m'a pas découragé pour autant. J'ai pu tester différentes techniques de terrasse avec les enrochements. Une pratique économique mais difficile à mettre en œuvre et assez peu durable je trouve. Je préfère très largement les retenues en rondins que j'ai pu tester sous différentes formes. Le Murus gallicus et le Murus jardinus minimus. Lien en description. Après avoir réalisé l'infrastructure, il a fallu recréer le sol et là encore, j'ai pu faire différents essais. Quand on doit aménager de grandes surfaces, il faut penser le substrat en volume et en tonnes. La quantité disponible fait partie des facteurs limitants. Pour amender correctement une terre ingrate, il faut trouver la ressource en quantité suffisante pour recouvrir ce sol ingrat. Car oui, c'est bien la méthode que je recommande aujourd'hui si votre sol est mauvais, difficile, lourd, bref, peu propice au potager. Le recouvrir avec une épaisse couche de matière organique. Cette couche va vous permettre d'attirer en masse la faune du sol, va vous isoler de la couche inculte et va vous offrir un substrat plus propice aux travaux associés au jardinage. Je vais donc vous présenter les 3 substrats que j'ai retenus par ordre inverse de préférence. Les déchets de scierie. La création des terrasses a été l'occasion pour moi de tester les déchets de scierie, de la matière organique disponible en quantité et quasiment gratuite. Alors je dis quasiment car maintenant, avec le prix du transport, je n'arrive plus à me faire livrer gratuitement. Bref, j'ai déversé bien 80 m3 de déchets de scierie pour créer mes terrasses. Et avec le recul, je peux dire aujourd'hui que c'est une bonne alternative pour recouvrir un sol ingrat. Alors, les déchets de scierie ne sont pas la meilleure matière pour le faire, mais à défaut, si vous n'avez rien d'autre, ça fait le job, comme on dit. Durant les premières années, il faudra prendre votre mal en patience et enlever les morceaux les plus grossiers au fur et à mesure, afin d'obtenir un sol plus fin. J'avais bien pensé dans un premier temps tamiser les déchets pour éliminer les plus gros morceaux, mais l'ampleur du travail m'a refroidi. Je me suis contenté de ratisser la surface pour obtenir un lit de semences plus convenable. C'est l'inconvénient majeur des déchets de scierie, car en termes de fertilité, le résultat est là. Ces déchets, faits exclusivement de bois à différents stades de décomposition, sont très favorables à la rétention de l'eau et à l'installation de la faune du sol. Très rapidement, des vers, des insectes et des champignons s'installent. Passons à mon second substrat favori, le compost des plateformes de compostage. Je fais cette précision car ce compost est quand même très différent du compost que l'on pourrait faire soi-même. Déjà en termes de volume disponible, croyez-vous qu'il soit possible de faire soi-même 60 m3 de compost? Moi, ça me paraît pas réalisable. J'ai commandé 3 camions de 20 m3 pour environ 300 € le camion de compost livré. J'ai utilisé ce compost pour recouvrir le sol après le terrassement qui a fait suite au glissement de terrain. J'ai étalé environ 30 cm de ce compost sur toute la surface cultivable du potager. Dans ce compost, j'ai pu cultiver 15 jours après l'avoir étalé. Il faut juste attendre que la température baisse, car quand il est en tas, il peut être vraiment très chaud. L'avantage numéro 1 du compost, c'est sa légèreté et sa granulométrie. C'est un régal de le travailler pour y faire un potager. Cependant, il a le défaut de son avantage, léger mais qui sèche vite. Si votre compost n'est pas couvert durant les périodes les plus chaudes, il va sécher et devenir hydrophobe. C'est capital de le maintenir constamment humide. Moi, j'ai dû combiner l'emploi du paillage avec l'utilisation d'un arrosage automatique. Avec le recul, je ne regrette pas son utilisation, car avec l'âge, j'apprécie de plus en plus sa légèreté. Enfin, voilà le Graal de la matière organique, à mon sens. Alléluia! Le broyat de bois. Je parle bien de broyat de bois et pas de BRF, car dans le broyat, il y a toutes sortes de branches, aussi bien sèches que vertes, et avec des diamètres très variables. Durant mon parcours de jardinier, j'ai toujours eu recours au broyat de bois. Dans le passé, je l'utilisais surtout en dehors des zones cultivables.
J'ai longtemps utilisé le broyat de bois pour faire les allées entre les planches de culture. Je procède encore comme ça, mais pour ma prochaine terrasse, qui ne devrait plus tarder à voir le jour, je vais l'utiliser directement pour recouvrir toute la zone, aussi bien les zones de passage que les zones cultivées. Ce qui m'a motivé à l'utiliser en zone cultivée, c'est mon dernier essai de culture de patates douces. J'ai installé quelques pieds en bordure de mur directement dans le broyat. Et c'est ici que j'ai eu les plus belles récoltes. Des patates vraiment de gros calibre. Le broyat de bois est d'une granulométrie inférieure aux déchets de scierie et permet de semer plus facilement. Ce n'est pas aussi facile que dans le compost, mais c'est faisable. Le broyat, contrairement au compost, est beaucoup plus résistant à la sèche. En plein été, durant les canicules, même s'il donne l'impression d'être sec en surface, il suffit de gratter quelques centimètres pour trouver l'humidité. Son pouvoir de retenir l'eau est vraiment étonnant, je trouve. Du coup, ça permet de maintenir en vie la faune présente, même pendant les canicules. D'aspect, le broyat de bois, après la première année de décomposition, donne une sensation plus grasse, si je peux dire, par rapport au compost. La présence de mycélium est aussi plus flagrante, ce qui joue sûrement un rôle dans sa capacité à retenir mieux l'eau. Il en va de même pour la présence des insectes et des vers. Je trouve dans le broyat de bois des vers de terre bien plus gros que dans le compost. Leur présence contribue activement à une fusion rapide entre les deux strates du sol. Ce qui veut dire que rapidement, le broyat et la terre du dessous vont vite se marier pour faire un mélange encore plus fertile. En Normandie, dans mon potager en carré, j'avais déjà remarqué la qualité de la terre dans mes allées après une saison. Allées que je récoltais, si je peux dire, pour combler le tassement des planches de culture surélevées. Pour profiter de ce substrat de qualité offerte par les vers, il faut bien entendu renoncer à l'utilisation de géotextiles. Souvent, on utilise le broyat de bois pour recouvrir un géotextile dans l'optique d'empêcher les mauvaises herbes de s'installer. Mais en procédant ainsi, on empêche les vers de faire leur travail et on se prive d'une véritable fertilité. Cette année, j'ai encore procédé ainsi pour mes longs bacs surélevés, qui s'étaient vraiment tassés avec un remplissage exclusif de compost. J'ai pelleté le contenu de mes allées pour combler ce tassement. Ça fait maintenant la 3e saison que je cultive les nouvelles terrasses créées. Sur les zones avec 30 cm de compost, j'ai totalement arrêté le travail du sol et le labour. Un petit coup de grelinette pour aérer et c'est tout. C'est hyper facile de désherber et de sortir les indésirables avec leurs racines. Le principal défaut du broyat de bois, c'est sa disponibilité, je trouve. Il peut aussi bien se faire rare pendant un temps et se trouver en masse gratuitement à certaines occasions. Je vous invite à surveiller les services de voirie autour de chez vous. C'est de cette façon que j'ai pu me fournir avec les volumes les plus importants et au meilleur prix. Ouais, 0. La création d'un sol riche et fertile est essentielle pour assurer le succès de votre potager. À travers cette vidéo, nous avons exploré diverses méthodes et techniques pour atteindre cet objectif. Voilà les points clés à retenir. Comprenez comment ça fonctionne. Nous avons examiné les composants essentiels d'un sol fertile, y compris la matière organique, les minéraux, la vie microbienne et le pH. Comprendre ces éléments est crucial pour prendre les bonnes décisions sur la gestion de votre sol. Soyez généreux avec votre sol. Nous avons exploré plusieurs techniques pour enrichir le sol, telles que l'ajout de matière organique, l'utilisation d'amendements minéraux, la conservation du sol et la promotion de la vie microbienne. En combinant ces approches, vous pouvez créer un environnement de croissance optimal pour vos plantes. Misez sur la durabilité. En adoptant des pratiques de jardinage durables telles que l'arrêt du labour, le paillage et la non-utilisation d'engrais chimiques, vous contribuez à la préservation de l'environnement et de la santé à long terme de votre sol. Engagez-vous. La gestion d'un sol fertile est un processus continu qui nécessite surveillance, ajustement et engagement. Continuez à tester votre sol, à observer les signes de santé des plantes et à ajuster vos pratiques en conséquence pour maintenir la fertilité et la productivité de celui-ci. En appliquant ces principes et techniques, vous pouvez créer un sol fertile et durable qui soutiendra une croissance abondante et saine des plantes tout en préservant l'environnement pour les générations futures.
N'oubliez pas d'expérimenter, d'apprendre de vos succès et de vos erreurs et de partager vos connaissances avec d'autres passionnés du jardinage. Maintenant que vous avez exploré les méthodes pour créer un sol riche et fertile, il est temps de passer à l'action pour mettre en pratique ces connaissances dans votre propre jardin. Voilà ce que vous pouvez commencer à faire. Soyez à l'affût. Commencez à observer autour de chez vous s'il n'y a pas des occasions de trouver de la matière organique en quantité. Parlez avec les agents de voirie, surveillez les trottoirs la veille du ramassage des déchets verts. Allez acheter votre bois en scierie plutôt qu'en magasin de bricolage et rapprochez-vous des plateformes de compostage près de chez vous. Voilà, j'espère que cette vidéo apporte une plus-value par rapport à celle que j'avais faite il y a 10 ans. N'hésitez pas à la partager, c'est la meilleure façon de m'aider si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo. À bientôt!